Ces femmes, ces hommes ont été licenciés ou privés de leur poste de travail, relégués ailleurs parce que malades, parce que blessés, parce qu'en dépression. Mais au fond, peu importe la singularité de chaque situation, car toutes ces situations ont le commun d'être injustes, révoltantes. Le capitalisme attaque et frappe les travailleuses et les travailleurs. Hier, c'était France Télécom, Continental, Goodyear. Aujourd'hui, c'est la RATP. Partout, la même méthode, la même logique. Exploiter le corps du travailleur, en extraire toute la force de travail, puis jeter le corps. Jeter le travailleur, sacrifié sur l'autel du profit. Tel est le monde où nous vivons. Vivre dans ce monde, c'est avant tout y faire des choses. C'est produire le jour, la nuit, marchandises et services. C'est devoir se montrer disponible, corps et âme, utile. C'est devoir servir à quelque chose, comme l'ordre de l'économie. C'est devoir servir quelqu'un, quelque part, qui attend toujours plus de vous. Plus de rythme, plus de force, et qui vous prend toujours plus de tout. De temps, de sommeil, de santé, qui vous fait oublier qui vous étiez avant l'exploitation, qui vous laisse la peau sur les os. Je veux dire, les travailleuses et les travailleurs, que leur reste-t-il après le travail ? Un jour, dans leur jeunesse, les gens imaginaient leur travail avec fierté, avec une joie ouvrière de pouvoir se dire « J'y suis, j'en suis et je resterai là ». Peut-être que je gravirai les échelons et la fierté grandira. Mais il faut dire la vérité maintenant. Beaucoup ont péri sous l'échelle. Ah non, mais il y avait un. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre la mesure de à quel point ce qu'on est en train, ce qu'on est en train et ce que vous êtes en train, par ce collectif, de construire là, c'est fondamental et c'est ça qui vous permettra d'avancer. C'est pas par les procédures en justice, etc., même si c'est des palliatifs, il faut les faire quand il y a besoin, etc. En réalité, les gens sont isolés dans ces choses-là, etc. Ça permet pas d'avoir des avancées concrètes. Même chose pour les expertises. On peut faire la pression sur les syndicats, etc., et les CSE pour demander une expertise. Mais moi, personnellement, tous les jours, je vois des expertises qui sont faites sur des risques graves dans telle ou telle entreprise, etc. Si derrière, il n'y a pas des militants qui transforment ça en force militante concrète sur le terrain pour faire en sorte que les choses s'arrêtent et qu'il n'y ait plus d'expertise risques graves, etc., que les choses avancent et que les droits des agents soient respectés, ça ne change pas. Les expertises, etc., malheureusement, ça ne résout pas les problèmes. Et du coup, je dis ça pour qu'on prenne vraiment la mesure de là, le poids et l'importance que ça a, ce qu'on est en train de faire ici. Moi, j'habite juste devant une grosse station de bus devant chez moi. Un jour sur deux, il y a les contrôleurs qui sont là et ça réprime. On sent qu'il y a du pognon à se faire et qu'ils essayent de le faire parce que du coup, beaucoup sont perdus avec leurs titres de transport qui sont plus valables, etc. Et ils se rendent pas compte, l'ouverture à la concurrence, les clients, c'est une fumisterie énorme. Là, je suis là pour avancer, quoi, pour créer du lourd, quoi, pour envoyer du lourd. Parce que personnellement, mon salaire, sincèrement, hein, comparé à d'autres cas, mon salaire il tombe. J'aurais pu rester chez moi, me dire, bon, je reste dans mon coin, je finis mon arrêt de travail, je reprends mon boulot. Mais là, j'ai décidé de me mettre en avant, justement, pour dénoncer tout ça, tout ce qui se passe. Je pense que ça peut pas être juste un collectif qui se raconte plein de choses et qui se donne des tuyaux, mais il faut que ça soit un collectif qui agisse concrètement. En fait, on s'est rendu compte, en étant en contact avec un certain nombre d'agents,
qu'il y avait une problématique sur la question du harcèlement en fait, qui était subi par les agents pendant leurs arrêts maladie. On a ouvert les colonnes de Révolution permanente à plusieurs agents, on a pu écrire un certain nombre d'articles et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème qui était systémique, ce qui a donné lieu à une enquête qu'on a réalisée. Et c'est lors de cette enquête qu'on a pris l'ampleur en fait, du problème, qu'on a compris toute la dimension de ce problème, qu'on a organisé une réunion publique. Et en fait, en voyant que cette réunion publique avait eu un écho important et que les gens avaient une réelle envie de s'organiser en fait, et de dénoncer tout ça, de lutter contre ces pratiques ignobles de la direction, c'est autour de ça qu'on a lancé le collectif. Ce qui se passe, c'est qu'au 1er mai 2026, c'est le grand chamboulement, c'est l'ouverture à la concurrence. Il y a comme 20 000 salariés de la RATP qui vont basculer dans le privé. Chez nous, on l'appelle le plan social déguisé, qui se prépare par rapport à ce qui se passe sur le plan social, où on va quand même dégager 20 000 mecs avec tout ce qui est inaptitude ou qui ne sont pas inaptitudes, à qui nos contrats de travail, au 1er mai 2026, vont changer. Ce qui se passe au sein de la RATP, ça appelle de ma part un certain nombre d'observations. D'abord, on peut reconnaître des modes de management assez communs dans des structures comme celle de la RATP. On l'a vu par exemple antécédemment dans France Télécom, qui consiste, au moment où il va y avoir une privatisation, à pousser à l'extrême les salariés, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de plans sociaux. Et que les salariés, finalement, partent d'eux-mêmes, ou en démissionnant, ou en ne se présentant plus sur leur lieu de travail. Et ces pratiques, elles sont assez, finalement, communes pour nous, les inspecteurs du travail, quand on connaît bien ces modes organisationnels. C'est, d'une part, de ne pas répondre aux sollicitations des salariés. C'est, d'autre part, de les mettre dans des situations qui, quelquefois, sont très anxiogènes et qui ont un effet délétère sur leur santé et dans la RATP, on le voit bien au regard des éléments qu'on peut avoir, qui a un effet sur la santé physique, mais également sur la santé mentale des salariés. Et ça conduit très très souvent à des choses très graves, quelquefois même pouvant aller jusqu'au suicide, et on l'a vu à France Télécom, mais aussi un ras-le-bol de la part d'un ou d'une salariée qui décide finalement de quitter l'entreprise parce qu'il n'en peut plus. La CCAS, c'est ce qui correspond à la CPAM dans le public. On a une caisse de régime spécial qui, en principe, est censée être plus favorable aux salariés que la CPAM, mais ce qui, dans l'application, n'est plus vraiment le cas. Pour faire simple, ce qu'il faut savoir à la CCAS, tous les médecins conseils de la CCAS sont nommés par le PDG de la RATP. Donc il y a un lien clairement entre l'entreprise EPIC RATP et la CCAS. D'ailleurs, les salariés, les médecins conseils de la CCAS sont des salariés RATP. L'arrivée de la mise en concurrence, il faut faire du nettoyage, ni plus ni moins. Tous les agents inaptes, tous les agents qui sont en accident de travail, les maladies professionnelles, il faut les écarter d'une façon ou d'une autre. On ne soigne pas le problème, on l'éradique. Moi, je suis rentré il y a 21 ans. Jamais j'avais entendu parler de on ne paye pas un arrêt de maladie, on ne reconnaît pas un accident de travail, tu te fais agresser, tu es reconnu en accident de travail, tu tombes par terre, tu es reconnu en accident de trajet. Non, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, tu tombes par terre ou tu te fais agresser, on te dit ton AT, il n'y a que des réserves. C'est-à-dire que le patron se doit de dire une petite réserve derrière. Sur ton accident de travail, il va mettre une réserve à voir. Ça veut dire il est en train de bluffer. Tu t'es fait agresser, c'est du bluff. Tu tombes dans la route, tu saignes de partout. Il dit que peut-être que tu as fait exprès. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie ou accidents de travail qui ne sont pas reconnus. Tout simplement parce que la CCAS, son employeur, c'est Castex. Qui c'est qui paye ces médecins-là? C'est Castex. Et quand Castex, tu l'entends à la télé dire « je vais faire la chasse aux arrêts de maladie », on a bien compris, il fait la chasse à toute personne qui se mettra en arrêt de maladie. Et pour faire du bénéfice, il faut dégrader ces conditions de travail de salaire. Et donc, pour les dégrader, il faut commencer à faire la misère aux travailleurs handicapés, aux inaptes, etc., etc. Il faut commencer à les fracasser pour dire à tous les autres, voilà, oubliez la RATP d'avant, voilà la RATP d'aujourd'hui. Bompard, l'ancien président de France Télécom, au moment du passage de Orange, qui avait dit cette phrase terrible, on fera 22 000 suppressions d'emplois par la fenêtre ou par la porte. Et il avait dit autre chose, il avait dit il faut rompre avec France Télécom, la mère poule. Et je pense que d'une certaine manière, Jean Castex, c'est ce qu'il veut aussi. C'est qu'il veut briser la mémoire collective de la RATP.
Alors je me présente, Konaté Mamadou. J'étais machiniste-receveur à la RATP au centre bus de Flandre. Je suis rentré à la RATP en juillet 2006 et on m'a fait disparaître de la RATP en avril 2024. Je suis rentré à la RATP en juillet 2019 via une formation professionnelle. Je suis les contrats pro, ce qu'on appelle anciennement les contrats pro. Ils avaient fait appel à une société sous-traitante pour former des futurs agents RATP en vue du manque de personnel et des JO et tout ça qui allait venir quelques années plus tard derrière. Donc j'étais effectif au centre bus de Thiais en tant que machiniste-receveur jusqu'à octobre 2024. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2019, on va dire que j'ai fait une chute de 13 mètres lors de mon enterrement de vie de garçon, donc ça a finir en enterrement tout court. À partir de là, urgence, tout ce qui s'ensuit, diagnostic de paraplégie au départ, donc à partir de là, congé maladie longue durée. À l'époque, j'avais une chef de centre et une DRH qui étaient au fait du handicap, donc j'étais suivi à ce niveau-là. Donc j'avais à ce moment-là des gages verbaux, mais quand même d'avoir un retour assez apaisé avec une possibilité de reclassement assez facile. En avril 2023, je reviens au dépôt. Vu que j'étais arrivé à la fin de ma période rémunérée d'arrêt, donc c'était soit je reprenais, soit j'étais en demi-traitement. Donc je me suis dit, de toute façon, là, je vais être reclassé, donc autant que je retourne au dépôt et que les choses suivent leur cours. Sauf que je suis arrivé et tout ce que j'avais connu auparavant avait disparu. Il n'y avait plus la RRH. En fait, toutes les personnes qui étaient en contact et qui m'avaient suivi pendant toute cette période d'arrêt avaient été mutées. Donc je suis arrivé avec une toute nouvelle hiérarchie. Et la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est Monsieur Konaté, nous n'avons aucune obligation envers vous. Wow. La claque. J'ai été un des premiers agents du centre bus de Thiais à contracter le Covid. Donc j'ai fait ce qu'on appelait à ce moment-là un Covid long. J'ai consulté des spécialistes et je me suis rapproché auprès de certains médecins qui ont rapidement évoqué le sujet de la maladie de Crohn. Donc c'est des problèmes chroniques et récurrents au quotidien qui provoquent des intolérances qui sont un effet secondaire du stress, beaucoup de psychologique. Il en résulte des problèmes de sommeil, de digestion, de douleurs abdominales. Et donc, rapidement, mon état s'est dégradé. J'ai eu affaire rapidement à des contrôles réguliers, voire même incessants, de la CCAS pour des motifs plus ou moins flous et suspicieux. J'ai été licencié officiellement pour faute grave, mais sans plus de motifs que ça. On m'a reproché le fait d'avoir un fort taux d'absentéisme, ce que je conçois et je comprends totalement par rapport à ma pathologie. Mais encore une fois, je n'ai pas demandé à l'être et on a plus essayé de s'appuyer sur divers éléments annexes autour de ça, plutôt que de jouer là-dessus, parce qu'ils savent très bien que le motif maladie ne justifie pas un licenciement pour faute grave, bien au contraire. Je leur ai donné ma RQTH, comme quoi j'avais bien la reconnaissance de ma qualité de travailleur handicapé. Pas de suivi, on me disait rien, on me faisait faire des missions à droite, à gauche. Je n'avais pas de statut. Ce qui veut dire que si je devais travailler sur écran, je devais travailler avec l'identifiant de quelqu'un d'autre. J'étais rien. On m'a proposé de postuler à un poste de téléconseiller. On ne m'a pas proposé le poste comme ça aurait dû être fait pour un reclassement. On m'a fait postuler. J'ai postulé. Et j'ai été convoqué par la RRH sans avoir de nouvelles sur ce poste. Et quand je lui ai demandé pourquoi j'étais convoqué, elle m'a dit que c'était une convocation préalable à révocation. Donc voilà, et un mois après, j'avais mon courrier de révocation. Après avoir échappé à la mort tout court, eux, ils m'ont condamné à une mort sociale. J'en ai vu des gens reclassés. J'en ai vu au fil des années. Me dire à moi que dans toute la régie, il n'y a pas de poste,
et me condamner à aller à l'extérieur après 17 ans, c'est dur. C'est très dur. Ce que le salarié ou la salariée doit faire ensuite, c'est faire une contestation devant le tribunal de prud'homme. Ça aussi, c'est une modification. À l'époque, c'était auprès de nos services qu'il y avait contestation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce n'est pas neutre qu'il y ait eu finalement ce basculement. C'est aussi parce qu'on profite du fait que les tribunaux des prud'hommes, il y a un étranglement, il y a des dossiers à profusion. Donc il y a plein de dossiers qui vont être là pendant des mois, voire des années. Ça va générer finalement encore plus de précarité pour le ou la salariée qui va se retrouver dans une situation qui est pas la bonne. Il faut que ça tourne, il faut que ça marche. Pour que ça marche, il faut qu'on règle tous nos irritants. Les irritants, c'est quoi? Sans tabou. L'absentéisme, vous l'avez évoqué. Premier point, il faut lutter pour le présentéisme. On a signé, je le détaillerai devant vous si vous le souhaitez, avec les organisations syndicales, un accord sur la qualité de vie au travail très intéressant. Et il y a l'aspect aussi, oui, il y a des abus. Les arrêts maladie flambent. Nous avons signalé à la Caisse nationale d'assurance maladie un certain nombre de praticiens qui nous paraissent prescrire abondamment. J'ai pris des sanctions disciplinaires, voire des licenciements. Et nous continuerons. Parce que le service public, c'est tout le service public. Tout le monde doit respecter le service public. Tout le monde. Aujourd'hui, la RATP est dans une totale impunité en réalité vis-à-vis de ces pratiques, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle sait que les salariés ne vont pas forcément au prud'homme parce que ça implique des coûts. Maintenant, il faut savoir que depuis les réformes Macron en 2017, il y a toute une nouvelle série de mesures en fait, qui ont limité les indemnités que les agents peuvent obtenir devant les prud'hommes, c'est-à-dire qu'il y a des plafonds qui dépendent du nombre d'années d'ancienneté. Donc concrètement, aujourd'hui, les directions, les employeurs savent combien ça peut leur coûter de licencier de manière abusive des gens en ne respectant pas les quelques garanties qui sont minimales mais qui existent en matière de licenciement. Et donc la RATP sait que dans le pire des cas, voilà, elle alignera 30-40 000 euros pour licencier des agents, mais ce n'est pas un souci pour elle, elle a des budgets pour ça. Et il faut voir en plus qu'un grand nombre de salariés qui vont au prud'homme, les directions savent y faire aussi pour masquer les éléments les plus violents de ces pratiques. Elles savent y faire. Les agents n'ont pas forcément toujours les réflexes de garder les preuves, etc. C'est pas évident de gagner au prud'homme. Et il faut voir la violence que ça représente aussi pour les gens, parfois qui ont subi déjà des choses extrêmement dures, des pratiques extrêmement humiliantes, et qui se retrouvent à perdre au prud'homme parce que ça arrive. Et ça vient créer une deuxième violence, quoi. Il y a des agents qui se retrouvent complètement détruits par ça. Et voilà, donc c'est clair que les prud'hommes, de manière générale, la justice n'est pas une contre-pression aux pratiques des employeurs de manière générale. Je suis machiniste, jeune machiniste. Je viens de rentrer, j'étais en formation le 23 juin. Je suis arrivée sur mon dépôt le 29 août. J'avais un planning correct, jamais en retard, toujours à l'heure, même en avance. J'étais sur ma voie de bus. Il y avait un bus qui me devançait et moi j'étais sur la voie de bus et puis il y a un camion qui est arrivé et qui m'a percuté par l'arrière. De cet accident, j'ai eu des soucis au niveau des cervicales et de mon épaule. Je me suis fait opérer. J'ai beaucoup de rééducation à faire, donc je suis toujours en accident de travail aujourd'hui. La première semaine de mon accident de travail, j'ai eu un médecin contrôle à mon domicile qui a été envoyé par la CCAS. Il a été mandaté par la CCAS pour venir voir si j'étais bien en accident de travail et à mon domicile. À la fin du mois, on me renvoie encore un contrôle de la CCAS, encore un médecin mandaté. Donc je dis rien, je trouve, pour moi, c'est comme ça. On me dit c'est la procédure, c'est comme ça. Tous les mois, un médecin, toujours un médecin qui vient me contrôler. À chaque fois que je fais une prolongation, j'ai toujours un médecin qui revient, et puis un médecin qui revient. On me pointe une fois en maladie, une fois en accident du travail, et puis puis cette fois-ci on va la mettre en maladie sans indemnité. Je leur demande des explications en disant je comprends pas, moi je vous ai bien rendu en temps et en heure mon AT, et quand j'ai la CCAS en ligne qui me dit ah oui on l'a bien reçu mais on l'a pas encore traité. Aujourd'hui, ton arrêt, on va t'envoyer des contrôles médicaux 2 à 3 fois dans la semaine. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la RATP, après un organisme qui s'appelle Medicarope, le paie entre 400 et 500 000 € de contrat à l'année. Quand vous prenez ce cabinet ou se vante publiquement
de dire que 54% des arrêts, grâce à nous, on les fait reprendre le travail. On a bien compris que la RATP n'était pas là pour soigner les agents, elle était là pour envoyer la police des médecins pour te faire reprendre le boulot quoi qu'il arrive. Tu as le cancer, tu vas reprendre le boulot. Tu as une main en moins, tu vas reprendre le boulot. Et c'est ça la réalité. Pas pour que tu reprennes le boulot, pour pas rouler. Tu vas venir au dépôt, tu seras inapte. Tu seras inapte, après on va te foutre à la porte. C'est ça la réalité de cette mafia organisée. La RATP te dira que la CCAS, nous, on n'a rien à voir avec eux. Mais bizarrement, souvent, ils s'envoient des coups de fil pour dire « tel agent, j'aimerais bien qu'il reprenne le boulot ». Un matin, je suis chez moi et je reçois un courrier m'avisant que je suis convoquée pour un disciplinaire, pour un entretien préalable à un licenciement pour non-productivité. Je reste sur le choc. Je ne comprends pas ce courrier, je ne sais pas quoi faire. Donc les camarades se sont mobilisés, ont fait des tracts, ont appelé à la grève. Certains étaient choqués qu'en 23 ans de carrière, ils n'avaient jamais vu un cas comme celui-ci. Je ne suis pas un cas isolé, parce que le fait est que moi j'ai voulu dénoncer leur stratégie, et ça a réveillé d'autres personnes qui étaient dans la même situation que la mienne, mais qui s'étaient renfermées parce qu'ils allaient accepter le licenciement et partir sans leurs droits. Sauf qu'on a des droits et on ne peut pas se laisser faire. Aujourd'hui, la CCAS et les dépôts nous poussent à la dépression pour qu'on puisse lâcher et ne pas reconnaître nos droits. J'ai été voir mon médecin qui m'a trouvé dans un état où je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Ils se disent que de toute façon, on va la licencier, elle ne peut rien dire, elle ne pourra rien faire. Sauf que non, je ne les laisserai pas faire ça. Pour moi et pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi et puis demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Il ne faut pas rester enfermé dans son petit coin et laisser faire les choses. Il faut lutter contre eux. On a besoin d'être en masse pour pouvoir les affronter. Et puis quand on est en masse, ça les fait les reculer. Alors moi, je me suis positionné en tant que lanceur d'alerte au niveau du conseil d'administration en avril 2023. Et ce que je me suis aperçu, en fait, c'est que c'est un système mafieux, ni plus ni moins, dans lequel trempent des experts, dans lequel trempent les médecins conseils de la CCAS, et qui va beaucoup plus loin, en fait, la non-reconnaissance des accidents de travail, la non-reconnaissance des maladies professionnelles, et que c'est une organisation mise en place, effectivement, qui dessert totalement les salariés, qui les spolie de leurs droits. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 51 ans. Cette année, je suis dans ma 25e année où je pratique le métier de machiniste receveur. J'ai une grosse pathologie qui est un cancer des reins. Et donc, du coup, suite à cette pathologie, il y a eu plusieurs choses qui en ont découlé. J'ai une dépression qui est liée au travail. Il y a eu plusieurs demandes qui ont été perdues, demandes d'Oxome, demandes de temps partiel thérapeutique qui ont été perdues par la CCAS, où les médecins statuaient sur ma situation sans même m'avoir ausculté, parfois. Et le contrôle est venu, c'est le point d'orgue de tout ce qu'il y a eu avec, comme différent avec la CCAS. Et c'est venu dans un temps où j'avais une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cours. La famille, je vais vous montrer une vidéo de dingue enregistrée discrètement par la femme d'un agent RATP. Il y a quelques semaines maintenant, avec Révolution Permanente, on a sorti une grande enquête, notamment à la RATP, sur, vous savez, les contrôles médicaux où on essaye de forcer des travailleurs qui sont en arrêt maladie, accident du travail, de revenir de force au travail ou bien d'essayer de trouver des prétextes pour pouvoir les licencier. Par exemple, on a demandé à des agents qui avaient des attelles, etc., de revenir quand même conduire un bus. Ils leur envoient des entreprises privées avec des médecins qui viennent pour mettre des coups de pression aux agents en arrêt maladie afin de les forcer à reprendre le travail. Je vais raconter la vidéo. Je ne savais pas que ma femme fumait. Je ne savais pas qu'elle fumait. Quand même, c'est bon. Je vous ai dit à l'interphone, donnez-moi de... Laissez-moi parler. Ce médecin a commencé à s'énerver dès l'interphone. Non, attendez madame, laissez-moi finir. J'arrive ici, quelle porte? Quand il s'est pointé chez moi, depuis l'ascenseur, il a commencé à hurler. Permettez, je peux... Et donc, je lui ai dit, monsieur, vous êtes en train de m'agresser. Mais madame, écartez-vous, je reste là, je vais pas être à votre place. Écartez-vous, mettez-vous là. Je suis chez moi, monsieur, quand même. Il a dit, oui, je vous agresse. Et c'est à ce moment-là que ma femme a commencé à filmer. Alors, allons-y, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Maintenant, je veux vraiment savoir ce que monsieur fait à la RATP, c'est tout. Conducteur de bus. Très bien, qu'est-ce qui vous arrive?
médicalement. Je suis médecin, je vous signale, voilà. C'est moi, je vous en ai Parce qu'on a l'impression qu'il avait un mépris de classe. Je suis en dépression. Ah bah voilà, bah d'accord, bah oui, mais moi j'y peux rien sur ta dépression. C'est pas la peine, c'est pas la peine de pas expliquer. Je ne supporte pas. Bon, c'est bon. C'est une dépression, attendez. On voit pas le visage de mes enfants qui sont effrayés. Et c'est à cause d'eux que je suis en dépression. Non, alors écoutez, là, il y a un problème. Ah si. Je luttais pour que rien ne se passe devant mes enfants. Parce qu'il aurait pu tout se passer. Il aurait pu tout se passer. Attendez, c'est mon mari, je vois qu'il ne se sent pas bien. Je vais juste poser une question. Avez-vous un crédit en cours? Non, il se sent pas bien. Il se sent pas bien. Alors, il faut lui prendre sa tension tout de suite. Non, mais vous êtes médecin. Non, pas du tout. Ah, vous partez. Tiens, attends, tiens la tension, vite. 16-11, il faut appeler un... Attends. Si bien que j'ai été transporté à l'hôpital avec une tension très élevée, sous traitement, parce que j'ai un traitement pour l'hypertension. Ils ont fait le nécessaire pour que ma tension redescende et que me mettre sur un traitement qui ne puisse pas peser. Je conseille à tous les collègues qui subissent ce genre de contrôle à pas flancher, quoi, parce que flancher, c'est leur donner raison à la CCAS. Flancher, c'est ne plus avoir ses indemnités. Flancher, c'est se retrouver dans des situations telles que, voilà, c'est vous qui perdez dans l'histoire. Donc, il a fait un chantage à la délivrance du document, hein, de la visite, parce que si vous n'avez pas ce document, la CCAS se sert de ça pour vous dire, ben voilà, vous n'étiez pas chez vous, donc voilà. Vous n'êtes pas payé. Mais je ne savais, encore une fois, je ne savais pas que ma femme filmait. Heureusement qu'elle est là et qu'elle me soutient tous les jours, parce que sans elle, ça aurait été parole contre parole. Et la CCAS, j'ai l'impression qu'elle se sert de ces situations-là pour nous mettre à défaut et pour nous faire des fautes, pour nous sanctionner derrière. Donc voilà, j'ai pas décidé d'avoir un AT, j'ai pas décidé plus tard d'avoir un cancer. J'ai postulé à des concours de maîtrise, j'ai eu 0 réponse. On a l'impression qu'on est dans une course à la productivité. Donc c'est... faut être rentable, faut être un agent qui produit. Or, avec ma maladie, je ne peux pas produire. Moi, c'est Akouri El Hassan. Alors du coup, moi je suis rentré en 2012 à la RATP en tant que machiniste receveur. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours à la RATP. Et l'accident que j'ai eu, moi, je l'ai eu en 13 juillet 2020. Donc ce qui m'a coûté aujourd'hui ma santé. Cet accident-là, c'était dû à un problème de freinage. J'avais plus de frein dans le véhicule, la pédale était bloquée. J'étais obligé d'heurter les voitures qui étaient sur le côté afin d'arrêter mon véhicule. On m'a emmené à l'hôpital. Et la RATP est venue me chercher à l'hôpital. Et j'ai eu 2 personnes du dépôt qui sont venues me voir, des responsables, qui m'ont dit il y a un autre document que tu n'as pas rempli, est-ce que tu l'as rempli? On m'a montré un document, j'ai commencé à le remplir. Et au moment où j'ai vu que en fait, la RATP essayait de se dédouaner, je lui ai dit que je n'allais pas le signer. Il m'a dit bon, si vous ne le signez pas, si vous ne le remplissez pas, c'est votre problème. En tout cas, remettez-nous le document et vous verrez bien par la suite comment ça va se passer. Donc en gros, c'était déjà une petite menace. Donc c'est ce fameux document. Ils disent clairement que je conduisais, que le véhicule que je conduisais était en très très bon état de marche et que les organes de sécurité ont bien fonctionné. Je ne suis pas mécanicien, je ne peux pas prendre cette décision. Il n'est pas signé, il n'est pas daté. Donc du coup, à partir de là, je l'ai pris, je l'ai mis en boule et je l'ai mis dans ma poche. Et je lui dis, je le garde parce que là, ça me laissera une preuve. Et on m'a fait croire que pendant 3-4 ans que j'étais le seul à qui on remettait ce genre de documents. Il faut savoir que l'accident d'Hassan a généré de la part de l'entreprise la fabrication de faux documents, de fausses expertises, de faux témoignages de la part du responsable de l'entité médecine conseil de la CCAS aussi, qui a rempli un témoignage, une attestation en lieu et place d'Hassan en essayant maladroitement, je dirais, d'imiter sa signature. Premièrement, moi, quand j'ai eu cet accident, donc j'ai voulu me soigner. Tout de suite, on m'envoie un contrôle. Et il a juste déposé un document dans ma boîte aux lettres et il a fui.
Malheureusement pour lui, moi j'ai les caméras de surveillance. Moi je récupère ce courrier, je l'appelle, je dis mais monsieur, vous êtes passé chez moi, vous n'avez jamais sonné, vous n'avez jamais appelé sur mon téléphone comme vous le dites. Il me dit si. Je dis bah écoutez, je vais vous envoyer dans ce cas-là le paragraphe de votre passage à mon domicile. Et là, tout de suite, il a changé d'avis et du coup, bah, il m'a dit vous inquiétez pas, ceci, cela. Donc ça a été reconnu, l'accident il a été reconnu. Une fois qu'il a été reconnu, la CCAS m'a laissé un tout petit peu de temps pour me soigner, mais pas suffisamment en vue des séquelles que j'ai. 1 an après, hein, il me convoque, et là, il me convoque devant le médecin conseil de la RATP. Il décide de me faire reprendre le travail sans même m'avoir ausculté. C'est là où elle a tenu des propos vraiment déplacés en me disant « Mais monsieur, vous prenez vos béquilles, vous les posez sur le côté, vous marchez. » Je dis « Madame, je ne peux pas. » Elle me dit « Mais vous, les gens du Maghreb, vous avez des vitamines, vous pouvez, vous êtes né au Maroc. » Je dis « Mais ça n'a rien à voir. » Une semaine après, je reçois la notification en me disant que « Monsieur, vous êtes invité à vous rendre à votre travail. Sans ça, vous ne serez plus payé. » Bon, j'ai un bébé à la maison, une grande fille, plus ma femme qui ne travaille pas. Donc, du coup, je voyais tout ça. Je dis, bon, écoutez, vous savez quoi, je vais me mettre en grève de la faim. De toute façon, j'ai plus de salaire, j'ai plus rien. Autant dormir devant leurs locaux. Comme ça, au moins, ils veulent me salir, bah, tout le monde sera sale. Et je me suis mis en grève de la faim pendant 7 jours, mettre ma vie en danger, pour que ce médecin puisse revoir sa décision, parce qu'elle était injuste. Il a revu sa décision, sans aucun élément supplémentaire, il a modifié sa décision. Donc ça veut dire clairement que c'était pour me faire reprendre l'objectif, comme ils le font avec plusieurs personnes du collectif. Et suite à cette grève de la faim, ils m'ont basculé en maladie. Mais en fait, moi, cette grève de la faim, je l'ai faite pour dire stop à l'injustice avec le médecin du conseil, stop à l'injustice que je subissais aussi avec la RATP, qui voulait me faire porter le chapeau. En fait, c'était un trop-plein, et du coup, j'ai craqué, j'ai fait cette grève de la faim qui était symbolique, en fait. Quand on regarde de plus près les dossiers de la RATP, on a le sentiment que l'employeur RATP se dissocie du CAS et renvoie finalement les salariés au CAS s'agissant des situations de pourrissement, c'est-à-dire des non-réponses, du fait qu'il y a des retraits sur salaire, du fait que lorsqu'il y a des recours sur les décisions des médecins du CAS, eh bien, il ne se passe plus rien, il y a des suspensions de salaire. Et ça, c'est absolument illégal. L'employeur, c'est la RATP. Le CAS, c'est une entité interne, certes, qui est définie certainement par des règlements, certainement qu'il y a eu des accords entre les représentants du personnel et la direction de la RATP sur ce sujet, mais en aucun cas le CAS peut constituer la hiérarchie. En aucun cas, aujourd'hui, un salarié qui est malmené par la RATP, que ce soit en matière de versement de salaire, que ce soit en matière de répression, quelle qu'elle soit, eh bien, ce n'est pas le CAS qui est responsable, c'est l'employeur qui est responsable, parce que c'est l'employeur qui donne la ligne directrice en réalité, et finalement la politique qui va être suivie par cette entité qui est interne et qui correspond plutôt à un service médical en réalité un service comptable ou un service RH. Et il ne faut absolument pas tomber dans ce piège. Je m'appelle Christine, je vais avoir 52 ans et ça fait 25 ans que je suis à la régie. J'ai intégré le métier de machiniste en 2011. En 2019, mon calvaire a commencé. J'ai eu un accident de travail suite à une agression qui m'a valu 45 jours d'ITT. Cet AT n'a pas été reconnu par la CCAS. J'ai fait une dépression suite à cette non-reconnaissance. Donc il a fallu que je me batte juridiquement et j'ai gagné. Donc la justice a statué en ma faveur. Et malgré tout, la RATP n'a jamais voulu appliquer la décision de justice. Les éléments les plus marquants dans l'enquête et dans ce que je constate aujourd'hui dans le collectif, il y a plusieurs choses. Les retours au travail forcés d'agents, c'est quelque chose d'une violence, je veux dire, des gens qui sont dans des états de santé extrêmement difficiles, qui prennent des médicaments, qui sont en dépression, etc., qui se retrouvent contraints de retourner au travail. C'est des pratiques, on dirait que c'est un autre siècle, quoi. Et il y a ensuite ce qui leur arrive une fois qu'ils sont retournés au travail, parce que c'est des gens qui ne sont pas aptes à la conduite, ils ne peuvent pas les remettre au volant. Ils vont être à ce moment-là
placés sur des missions, sur des postes extrêmement dégradants. On voit en fait qu'il y a une discrimination en raison de l'état de santé de tous ces agents, qui sont des agents soit RQTH, soit inaptes à la conduite, et qui vont être positionnés sur des postes extrêmement humiliants, à ramasser des mégots, à devoir aller faire du ménage, des choses de ce type. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément choquée. Aussi, la façon dont la direction s'assoit totalement sur des décisions médicales, je veux dire, et notamment parce que la RATP a des statuts un peu particuliers, un peu propres, ils peuvent s'asseoir totalement, par exemple, sur un médecin du travail ou un médecin traitant qui dit cet agent doit avoir un mi-temps thérapeutique, cet agent ne peut pas travailler en temps plein, cet agent ne peut pas faire ça, son état de santé ne lui permet pas. La RATP a la possibilité de s'asseoir sur ces décisions, puisque la CCAS en fait, peut refuser tout simplement les mi-temps thérapeutiques, peut refuser tout ça. En décembre dernier, j'ai dû m'arrêter parce que je ne peux pas conduire en prenant des médicaments, en ne dormant plus, hein, donc c'est dangereux pour les passagers aussi, c'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour tout le monde, donc j'ai dû m'arrêter. Et en avril, un médecin conseil, suite à une consultation en distanciel, m'a obligée à reprendre. Donc la consultation en distanciel, ça a été extrêmement violent, hein. Elle a considéré que c'était juste un problème administratif, parce que j'ai tenté quand même de lui expliquer pourquoi j'en étais arrivée là. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai repris, on m'a demandé un papier de reprise de mon médecin traitant. Je dis que je ne l'avais pas, puisque c'était la CCS qui m'ordonnait de reprendre. On tente de vous demander ce papier de reprise de votre médecin traitant pour se dédouaner. Si vous demandez à votre médecin traitant de mettre un terme à votre arrêt, vous ne pouvez plus les attaquer en justice. Donc j'ai refusé et on m'a donné un poste. C'est tout juste si on m'a pas vendu le poste avec un balai toilette. En vous disant, bah voilà, vous allez être responsable de la propreté des terminus, hein. Et vous serez aussi amené à vérifier la conformité des arrêts. Et ça, tous les jours sur la même ligne. Voilà. Et suite à ça, bah, comme de toute façon, je reprenais en fait dans les mêmes conditions, avec les mêmes personnes que j'appelle mes bourreaux, en fait, j'ai fait un malaise. Donc les pompiers sont venus me chercher sur le terrain. Mais c'est vrai que quand vous réfléchissez à tout ça, en fait, vous apercevez que tout est fait pour masquer les preuves. Vous prévenez la direction, vous prévenez l'assistante sociale, vous prévenez la médecine du travail et vous apercevez que rien n'est fait. Je vais te prendre des exemples un peu concrets sur un inapte qui s'est fait agresser ou qui a une maladie grave, qui se retrouve au dépôt. On va lui dire de venir ramasser des mégots devant tous tes collègues. C'est-à-dire qu'on va leur faire ça pour les humilier devant nous, pour dire voici c'est quoi l'inaptitude. Vous n'allez pas rester tranquillement, on va vous humilier devant tout le monde. Et pour les questions de mégots, il y a une société privée qui passe avec des camions à ramasser tous les mégots. Non, on va mettre un inapte pour le rabaisser encore plus. Et on entendra la direction dire moi les inaptes ils ne me servent à rien. Ils ne roulent pas. À quoi ils me servent s'ils ne roulent pas? Mais la différence, c'est qu'un inapte, il n'a pas demandé à être inapte. Il n'a pas demandé d'être malade. Moi, je ne veux pas être inapte. Si demain je suis inapte, ce n'est pas de ma faute. Je me suis fait agresser, ce n'est pas de ma faute. J'ai un cancer ou j'ai fait un AVC, ce n'est pas de ma faute. Mais pour elle, la RATP, c'est de ta faute. C'est pour ça qu'on va te dire de faire des boulots, mais inadmissibles et honteux, ramasser des mégots et nettoyer la cour devant tout le monde. C'est ça la RATP. Là, on a des pratiques qui sont assez communes, comment on joue sur l'usure, comment on met des salariés dans une situation d'injustice, c'est-à-dire que profondément, ils ont raison de réclamer leurs droits, pour les raisons que cette salariée évoque, et notamment qu'elle a des problèmes de santé, qu'elle peut se mettre en danger en conduisant un bus, mais qu'elle peut également mettre en danger les gens qui vont être dans ce bus. Et malgré tout, on a là un patron qui considère que non, peut-être qu'elle ment, cette salariée, finalement, elle doit reprendre le travail et il va mettre tout en œuvre. Même moi, ce qui me semble quand même très problématique d'un point de vue du droit, en l'occurrence de la remettre en situation de travail par un médecin du CAS, cette espèce d'entité interne à la RATP, mais tout en sachant pertinemment qu'il n'en a pas le droit, puisqu'il lui demande à cette salariée de venir justifier sa reprise par son propre fait en demandant un certificat à son médecin traitant. Donc tout ceci
En réalité, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu dans France Télécom. Et je rappelle quand même qu'on a une jurisprudence qui vient de tomber, hein, qui indique qu'on a eu un management et un harcèlement institutionnel au sein de France Télécom. Eh bien, on retrouve ce genre de pratique. Comment on est dans la défiance à l'endroit des salariés, comment, lorsqu'ils demandent le rétablissement de leurs droits, eh bien, on les sanctionne pécuniairement pour les mettre dans une situation de précarité. Comment on leur répond pas? Quand on leur répond par des mesures vexatoires, et notamment dans ce cas-là, avec vraisemblablement un entretien avec un médecin du CAS qui s'est très mal passé et qui met en état de fragilité et d'anxiété majeure le ou la salariée, alors qu'il n'est pas là pour ça, le ou la salariée. S'il est malade, il est en arrêt de maladie. Et dans ce cas-là, normalement, le contrat est suspendu et l'employeur n'a pas à intercéder là-dedans. Alors, par rapport à ma reprise, il y a plusieurs choses qui n'ont pas été respectées. Quand je suis revenu en janvier, encore une fois, ils n'ont pas respecté les recommandations de la médecine du travail et ils m'ont mis en service à 5 h du matin. Donc, suite à ça, je me suis présenté au dépôt, donc j'ai fait un droit de retrait, j'ai refusé ça. À partir de là, ils ont commencé à ne pas m'attriper de service. Ils appellent ça équipe de centre, mais l'équipe de centre est en fait une façon déguisée de vous dire que vous êtes dans une équipe d'inaptes, alors que je suis apte. Le local inapte, il est situé dans les ateliers, à un endroit bien précis que tout le monde à Saint-Denis connaît. Ce local, il est à côté de la pompe, des pompes à gasoil où les bus remettent le plein quand ils arrivent. Donc il y a du bruit, il y a des émanations de gaz et c'est un local vraiment fermé où je me retrouvais dans ce local où on me disait tu attends qu'on te donne une mission qui ne venait jamais. Donc je passais des journées sans mission dans ce local. Voilà, pour cette salle où les inaptes ont appelé la garde à vue, c'est là-bas au bout à droite. C'est cette salle où on met les machinistes inaptes dans cette salle. Pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi la garde à vue, c'est quand vous allez au commissariat de police, on vous garde pendant 48 heures. La différence à la RATP, on vous garde pendant 1 an. 1 an et vous passez inapte définitif et à ce moment-là, on fout à la porte. C'est comme ça qu'ils ont surnommé cette salle, la garde à vue. On attend de finir à Pôle emploi. Il faut savoir que dans ce dépôt-là, il y a à peu près 200 à 300 bus qui sortent. Alors imagine-toi la pompe à gazole, déjà ça pue le gasoil, les gaz d'échappement, et ce monsieur-là, le cancer. Alors, on vient à la RATP pour avoir encore une autre maladie. Et ça c'est une honte de mettre ce local à côté de la pompe à essence. Quand tu as une aptitude, c'est-à-dire que tu as une maladie. Et nous, pour les mettre dans des bons endroits au RH pour qu'ils se soignent, on préfère les terminer à la pompe à gasoil. Tu as une anecdote quand la première fois que je suis allé dans ce local, un collègue, je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est censé faire là? Et je cite, il m'a dit écoute, on est dans ce local, c'est comme dans le couloir de la mort. Tu attends qu'on vienne te chercher, mais on ne vient jamais te chercher. Tout ça pour vous dire que ma vidéo, elle a eu plus d'impact quand RP l'a relayé, quand Anas l'a relayé, que quand je l'ai mis sur le groupe de mon syndicat. Personne n'a réagi, d'accord? Parce que j'ai testé, j'ai fait un test. Personne n'a réagi. Et donc, il n'y a que quand la vidéo a été publiée sur les réseaux que j'ai eu des retours des collègues. Ah, Michel, on t'a vu, c'était violent. Donc, du coup, après, les syndicats sont ce qu'ils sont. Hein. Je ne suis pas là pour dénigrer les syndicats, ils sont là pour nous aider aussi, par moment. Mais l'impact vient qu'en médiatisant les choses. Ouais. Moi, j'ai intégré le collectif pour ça, quoi. Je suis pas dans une guerre de syndicats, je suis pas là pour dénigrer un tel ou un tel. Là, je suis là pour avancer, quoi. Comment ça se fait qu'on laisse encore des gens aller encore dans ce local-là, respirer des émanations de pots d'échappement? Mais quand on est fort, quand on est une organisation syndicale qui est là au service des travailleuses et travailleurs, mais tu peux pas. Moi, je peux pas dormir la nuit tranquille. Moi, j'espère même que si on peut faire une victoire de ce reportage-là, c'est de fermer cette salle de merde. C'est que le lendemain de la diffusion, on fasse fermer cette salle de merde où on est en train de parquer
de parquer les gens comme du bétail et on les fait respirer alors qu'ils sont RQTH, ils ont la reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé. Le patron, il met des millions d'euros pour ne pas embaucher des travailleurs handicapés. C'est ça RQTH. Ils doivent adapter le poste de travail. Ils ont des enveloppes et des enveloppes faites pour ça. T'es RQTH, eh ben, je mets un ascenseur. Je te dis pas non, dégage, tu peux plus monter, il y a l'escalier, c'est pas mes affaires. Il faut que les RQTH qui regardent ce reportage-là, ils sortent avec cette mentale-là. Dire à leur patron, j'en ai rien à foutre de ta vie. Je suis RQTH et je t'emmerde et tu vas adapter le poste pour moi. Je vais chercher rien du tout, moi. Moi, je cherche rien du tout. Alors, aller les parquer dans un local, respirer, je sais pas quoi, des pots d'échappement, mais on est chez les fous. T'es RQTH, t'es un travailleur handicapé, mais c'est une discrimination de dingue. Moi, ce que je vois déjà, on va dire, en tant qu'ancien, c'est qu'effectivement, à l'époque, déjà, on avait une ambiance beaucoup plus conviviale, beaucoup plus familiale, avec le respect, on va dire, des agents. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le problème, déjà, en 2008, on a eu une différence entre les agents qui rentraient, qui n'étaient plus sous le statut. On a divisé les agents et c'est ce qu'on n'a pas arrêté de faire par la suite pour ne plus avoir un bloc, je parle de la direction, en face d'elle. Autant avant, les agents étaient tous soudés, que la direction là-dessus a bien réussi sa division parmi les agents, avec, je dirais, quelque part, l'aval plus ou moins tacite des syndicats, qui étaient beaucoup plus, à mon goût, revendicatifs à cette époque-là qu'aujourd'hui. Les premières décisions que j'ai prises, on a conclu un accord qui s'appelle CTMR. C'est un accord très important, gagnant-gagnant. On a augmenté les traitements, les salaires des chauffeurs de bus, mais gagé par 6 jours de RTT annuel en moins. Je rappelle à ce stade de mon propos qu'il y a 15 000 chauffeurs de bus, c'est tout sauf négligeable. Donc c'était, je le dis, un accord intelligent. Nous avons fait la même chose avec les agents de sûreté. C'est aussi ce qui a accru l'attractivité. Augmentation de salaire versus présence supérieure sur le terrain par diminution de nombre de jours RTT. Moi, j'avais appris ça, on a échangé 6 jours de repos contre un peu de salaire. Je veux dire oui. Pour celui qui voit que le chiffre en bas de sa fiche de paye, moi, je ne veux pas lui en vouloir aux salariés de base. Mais quand tu es un militant syndical, ton rôle, c'est d'aller chercher des augmentations de salaire sans perdre des acquis sociaux, sans perdre du repos. Parce que tu n'as rien gagné, en fait, tu as juste vendu. En 95 et pendant des grèves et des grèves, je veux dire, la RATP, ça dit quelque chose. Parce que je peux te dire qu'on le voit, nous, aujourd'hui, en tant qu'usagers des transports publics. Si tu as le malheur d'avoir un peu un quai bondé et qu'il y a un métro qui a 2-3 minutes de retard, tu n'arrives plus à avancer. Alors imaginez ça quand tu as une grève toute une journée, en fait. C'est dingue de se dire que c'est dans cette entreprise-là qu'il est en train de se passer un tel niveau de répression et de régression sociale. En fait, il tue le métier. Parce que l'ouverture à la concurrence, les autres boîtes, aucune n'a les conditions qu'on a à la RATP. Vraiment aucune. Donc il faut casser au maximum tout ce qu'on peut avoir à la RATP. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec déjà les différentes directions successives. À chaque nouvelle présidence, on perdait ci, on perdait ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis rentré en 2006. Déjà en 2006, il ne restait pas vraiment grand-chose. Mais il y avait un minimum. On avait déjà le 1/5. En 2009, ils l'ont sauté. Donc déjà, il y avait, au sein même de la régie, il y avait 2 types de contrats. Ça a tué le mouvement parce qu'il y avait ceux qui avaient, par exemple, le 1/5, donc qui se battaient pour ce droit-là, mais ceux qui ne l'avaient pas, et qui commençaient à devenir une majorité à cause des départs en retraite, ne rentraient pas dans le mouvement. Donc, au final, on se retrouvait à une minorité à se battre, et la majorité, qui n'avait rien à perdre, les bus roulaient, donc il n'y avait plus assez de poids pour porter la voix des machinistes. Et là, les derniers foyers de résistance, ils font leur maximum pour les éteindre. Et comment ils font ? Tous les anciens contrats comme moi, qui ont des difficultés, on s'en débarrasse. Et on fait rentrer du 109 en leur faisant des promesses, en leur disant, voilà, on vous donne ci, on vous donne ça. Mais faut travailler, faut pas écouter. Et on a beau leur dire que s'ils font ça, ils vont beaucoup plus perdre par la suite,
Ils n'y croient pas. Tout ce qu'ils ont à la bouche, c'est vous défendez vos avantages. Mais à la base, nous, on n'était pas en opposition par rapport aux nouveaux entrants. On demandait même à ce que tout le monde ait les mêmes avantages, qu'il n'y ait pas de dichotomie par rapport à un même emploi, qu'il y en ait qui aient ces avantages-là et d'autres qui ne les aient pas. Mais malgré ça, ils ont bien joué leur coup. Et ils nous ont divisés dès le départ avec cette histoire de contrat. Bien sûr qu'aujourd'hui, on montre bien qu'on essaie de monter les anciens avec la jeunesse. Moi, ce que je dis aux anciens, aux jeunes, quand les jeunes disent oui, mais Ahmed, vous vous êtes pas battu pour notre statut. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est le manque de solidarité. Que ce soit l'ancienne génération ou la nouvelle génération, si on n'est pas solidaires ensemble, il n'y aura qu'un grand gagnant, ça sera le patron. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on a bien compris que la RATP ne veut plus de nous. Ça, on le sait. Mais elle ne veut plus de nous et elle ne veut plus de cette jeunesse aussi. Elle, ce qu'elle veut des canards qui disent Amen tous les jours, qui roulent 10 heures sans jamais dire un mot. Et si tu dis un mot, on te fout à la porte. Et encore une fois, merci à tous, merci aux machinistes, merci aux étudiants, merci aux agents de la SNCF. Et encore une fois, c'est un mouvement national. Il faut rentrer dans une nouvelle ère. On est tous ensemble, on est tous unis contre le gouvernement. Charnière, dans un moment décisif aujourd'hui. Il faut qu'on continue. Il est hors de question qu'on arrête cette grève et qu'on rentre chez nous comme si de rien n'était. C'est nous qui devons gagner, c'est notre classe, c'est les travailleuses et les travailleurs de ce pays. C'est nous qui luttons depuis le début. On s'est pas réveillé tous les jours à 4 h du matin pour rien du tout. Quand je repense à 2019, je crois que c'était au dépôt d'Ivry, ils faisaient des mêlées, bras dessus, bras dessous comme ça, et ils poussaient les boucliers des CRS. Moi, j'ai vu des agents RATP prendre des œufs et de la farine et caillasser les bus qu'ils conduisaient pour dire le niveau de radicalité qui s'est exprimé. Des gens à 4 h du matin être là sur les piquets en train de danser sur de la funk, festoyer, des gens qui disent mais en même temps, même au-delà du combat qu'on est en train de mener, mais il y a des collègues, on les connaissait même pas en vrai, juste on klaxonnait, on les saluait au terminus ou un truc comme ça. Dis là, on discute avec les gens. Ça, c'est la force aussi des grèves. La grève, elle fait une démonstration que détestent les patrons, c'est qu'elle montre que tu peux être le plus grand patron de la planète Terre, le plus intelligent, le génie, le Elon Musk de ce que tu veux. Sans la force des travailleurs, tu ne sers à rien. Et ça bouleverse beaucoup de dirigeants de la RATP, et pas que, parce qu'ils se disent, bah, en fait, nous, on ne sert à rien. Ceux qui font exister la RATP, ceux qui sortent les bus, ceux qui conduisent les métros, en fait, ils sont là sur le piquet de grève. Et tant qu'ils sont sur le piquet de grève, nous, on montre notre inutilité au service public. Il y a une volonté maintenant de la direction de la RATP de transformer totalement cette entreprise en lien avec aussi ce qu'ils sont en train de vouloir faire, je veux dire, dans les services publics, dans des entreprises comme la Poste, la SNCF. Et c'est ça qui donne lieu à des nouvelles méthodes de management de plus en plus brutales qui visent à broyer les gens, non seulement à les pousser vers la sortie, mais aussi à transformer profondément la façon dont vont être traités les salariés pour leur faire accepter des conditions de travail toujours plus dégradées, pour en faire une main-d'œuvre de plus en plus docile. Est-ce que Macron a joué un rôle important dans toutes ces dégradations et est-ce qu'il a impacté le droit des travailleurs et des travailleuses d'une manière générale? Évidemment que oui. Il y a un certain nombre de lois qui ont été produites sur la dernière décennie qui sont clairement une atteinte aux droits collectifs et individuels, la suppression des stages CCT, le plafonnement des indemnités, un très gros corpus de règles qui permettent à l'employeur finalement une certaine flexibilité et notamment dans le cadre des plans sociaux également. Donc oui, il a contribué allègrement à diminuer les droits des travailleurs et des travailleuses et augmenter le pouvoir du patronat. C'est une évidence. Bien sûr que cette grève-là a marqué les esprits à la RATP, même à la direction générale, même dans les centrales syndicales, parce qu'on sait bien que cette grève-là n'a pas été gérée par des centrales syndicales, ça a été fait
de bout en bout, de dépôt en dépôt, sans que personne ait droit de dire ce qu'on veut. Je pense que la réforme de Levoy n'est pas passée, non pas uniquement à cause du Covid, comme certaines et certains voudraient le dire, mais parce qu'il y a eu presque 2 mois de lutte acharnée. De mémoire, la ligne 5, elle a réouvert après quasiment 56 jours. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait, une ligne de métro qui est devenue inexistante quasiment pendant 2 mois, qui est empruntée par des centaines de milliers de gens quotidiennement, qui a fermé pendant plus d'1 mois et demi sans ouvrir. Je sais qu'il peut y avoir une forme de désarroi, d'être désabusé, de penser qu'on n'est pas assez fort. Moi, je leur dis ils sont dans une entreprise où ils ont un rapport de force qui est quasi inégalable. La RATP fait partie des quelques entreprises qui a encore une force de frappe incroyable et qui pourrait mettre à terre beaucoup de patrons de grandes entreprises et qui pourrait mettre à terre un gouvernement. Et moi, je veux dire aux camarades de la RATP que non, c'est pas vrai qu'on a lutté en 2019 pour rien ni quoi que ce soit. C'est pas juste est-ce qu'on a gagné ou on a perdu une grève. Quand on a gagné, on peut passer à l'offensive, on peut aller chercher des améliorations de conditions de travail, de salaire, mais quand on perd, on voit comment le patron il profite de l'atonie générale, de la peur, du désarroi pour aller gratter. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils se sont dit, nous, on ne va pas s'arrêter juste à la fin de cette grève-là, on va commencer à embrayer sur l'ouverture à la concurrence et accélérer les choses. Tout ce qui concerne le droit des travailleurs et des travailleuses qui subit d'ailleurs des claques répétitives depuis plusieurs années et encore maintenant, on l'a vu également avec la retraite, mais on risque de voir avec le gouvernement actuel et la fébrilité des organisations syndicales, des nouvelles règles qui vont certainement impacter le droit des travailleurs et des travailleuses. Eh bien, pour moi, c'était important d'intégrer ce collectif parce que c'est fondamental que dans une société qui se dit, encore une fois, démocratique et censée préserver la santé et la sécurité, parce que c'est des mots qui ressortent beaucoup, hein, la santé des travailleurs, la qualité de vie au travail, sauf que c'est du flan si concrètement le patronat ne se décide pas à appliquer les lois, les règles qui s'imposent à lui en tant qu'inspecteur du travail ou même militant politique ou même personne lambda d'une manière générale. On ne peut pas ne pas être sensible à l'état dans lequel un management violent, inadapté, harcelant peut mettre. Je pense que là, le collectif commence à avoir une certaine force, on commence à être une vraie masse, il va falloir passer à l'action. Vraiment avoir une vraie visibilité, que les gens voient qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à passer à l'action pour eux, mais que pour ça, il faut qu'ils se joignent à nous. Et que la RATP voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment énormément de monde qui est prêt à se battre. Pas contre la RATP, pour la RATP. On veut retrouver la RATP. C'est ça qu'on veut. En 4 ans, j'ai l'impression que j'ai vieilli de 30 ans. Je ne fais plus de sport, je ne peux plus rien faire. Ils m'ont vraiment coupé du monde. Et ils ont cette force, ils sont très forts à vous couper de tout. Et vous faire croire en plus que vous êtes juste un cas isolé et que vous êtes... Non, c'est vous qui êtes en tort. En fait, ils retournent la situation et du coup, tu te dis même dans ta tête, non mais en vérité, c'est c'est moi qui ai en tort en vérité. Mais à la finale, quand tu te reposes, tu te dis non, mais non, c'est eux qui ont tort. Et c'est là que ça donne un peu de force pour se dire non, on ne va pas les laisser faire. Et si on avait des gens qui étaient un mouvement pareil dès le début, je pense que j'aurais pas... la chance qu'ils ont, ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, c'est qu'ils sont tombés sur le collectif qui est déjà bien lancé, avec déjà plusieurs personnes qui ont une bonne expérience de tout ça, et l'avocat aussi, l'inspection de travail qui est là. Et tout ça, ça permet aussi à ceux qui viennent de subir cette injustice de ne pas subir comme je l'ai subi, voir comme ils l'ont subi Karine, Lassane, etc. Parce que c'est terrible, hein. Parce que c'est vraiment terrible, parce que franchement, si tu n'as pas les épaules solides, tu te tues. Parce que moi, franchement, j'ai bu une bouteille de Javel tellement j'en pouvais plus. J'avais bu une bouteille de Javel, je suis parti faire un nettoyage d'estomac tellement que j'en pouvais tellement plus. Et que ça n'aurait pas été vraiment ma femme avec les amis qui étaient présents ce jour-là, ce serait autrement. Ce qui est quand même incroyable, c'est que rien ne bouge, quoi. C'est que moi, ça fait 5 ans que je me bats et rien n'a bougé pendant 5 ans. Et tout le monde est au courant. Donc,
j'espère qu'avec ce collectif, on arrivera à porter une voix relativement forte pour que la peur change de camp. Parce que vous avez des tas de gens à la RATP qui ont peur de parler, qui n'ont pas les moyens non plus financiers ou les moyens psychologiques pour combattre ça. Et je voudrais que cette peur change de camp. Je voudrais que ce rouleau compresseur s'arrête. Je pense aux victimes actuelles, mais je pense aussi aux futures victimes. Et je me dis que si rien n'est fait, je suis actrice de ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que si je ne communique pas ça, mais je participe à ça, quoi. Et demain, si vous avez un collègue qui commet l'irréparable, eh bien, ça sera de ma faute aussi, puisque je n'aurais pas communiqué là-dessus. Donc, je me dois de communiquer là-dessus, je me dois d'alerter, parce que c'est extrêmement grave. Pour moi, le collectif, il a un rôle important à plusieurs égards. Là où la direction cherche à isoler les salariés, à les briser en réalité, à les briser moralement, je veux dire, il y a des pratiques vraiment qui visent à essayer de détruire les gens de l'intérieur, de leur faire même intérioriser que c'est eux le problème, qu'ils sont des moins que rien, etc. Les agents isolés, et ça c'est un truc qui revient beaucoup, mais les agents isolés vivent ça de manière extrêmement violente. Je pense que déjà ce collectif permet aux gens de prendre conscience non seulement qu'ils ne sont pas seuls, mais aussi de redonner du moral. C'est-à-dire de redonner de la confiance dans le fait que si on s'unit, il y a une possibilité de changer les choses. Ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que c'est une chose de subir le harcèlement, etc. C'est autre chose d'avoir conscience du rôle que ça joue et de comment nous, en tant que collectif, comment les agents, collectivement, reprennent confiance aussi dans leurs propres forces. Faire reculer la direction sur ce type de pratique, ça viendra nécessairement d'un rapport de force, par reconstruire des collectifs de travailleurs, etc., combatifs, qui se mettent à la hauteur de la radicalité de l'employeur, donc qui renouent avec des pratiques sans conciliation, radicales, etc. Et je pense que le collectif commence à poser les jalons de ça, redonne beaucoup de morale aux gens et leur redonne aussi confiance dans leurs forces, à la fois sur le volet de dénoncer publiquement, etc. La RATP, c'est pas n'importe quelle entreprise. C'est une école de guerre, cette RATP, en réalité. On voit à tout niveau. On essaie de scissionner tout. On invente 1 milliard de départements, alors qu'ils ont tous un seul et même logo. Ils ont un numéro de SIRET qui est le même, qui leur donne tous leur virement. Mais on leur fait croire qu'ils appartiennent tous à je sais pas quoi, des entités différentes. Et puis là-bas, c'est la CGT ceci, et l'autre CFO cela, et ça, c'est Pôle Traction, ça, c'est Pôle Bus. Et je veux dire, s'il y a bien quelque chose qui est l'essence de la lutte, c'est qu'elle passe par l'unité des travailleuses et travailleurs. Si tu n'as pas l'unité, si en fait les gens ne sont pas ensemble, bah, c'est pas possible de se battre. C'est pas possible de faire reculer les patrons. Parce que les patrons, ils sont coordonnés. Je veux dire, Castex, il en a rien à foutre. Bus, métro, ce que tu veux. Il coordonne tout. C'est la même politique. Quelque chose qui est fort dans ce collectif, c'est qu'il y a une solidarité, une unité intergénérationnelle. Il y a aussi des Noirs, des Arabes, des Blancs. Et je veux dire, ça, c'est le poison pour l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, ce qu'elle a envie de dire à Christine, nous, on veut s'occuper de toi, mais t'occupe pas de Mamadou. C'est ça ce que veut faire l'extrême droite. Quand on parle de priorité nationale, de toutes ces choses-là, qu'on va mettre les Français d'abord, comme ils disent. Tu peux être blanc, noir, arabe, etc. Ils ont tous compris une chose, c'est qu'ils ont un intérêt de classe à lutter ensemble et que leur seul ennemi, c'est le patronat qui est en train de les opprimer et qui voit ça. Je pense qu'il faut que ce reportage, il montre la barbarie du système capitaliste, la barbarie d'un patron, mais qu'il montre aussi tout le courage et la détermination de travailleuses et travailleurs qui ont fait des dépressions, qui ont fait des tentatives de suicide et qui, aujourd'hui, ont relevé la tête et se disent « Moi, je ne veux plus jamais qu'il y ait personne qui vive ce que j'ai vécu. Je ne veux plus accepter que quelqu'un vive ce que j'ai vécu. »
Quelque chose s'est produit en germe depuis le commencement. Qui est ce crime aberrant du travail transformé? Le travail devenu le lieu du vol, puis devenu le vol lui-même. Devenu l'extorsion dans un monde où le droit est faible, où la loi est celle du plus fort, où seule compte la performance économique, où la survie des plus vulnérables est la seule vie qui leur est laissée de vivre. Le vol, l'extorsion, la pression, la répression, la menace, le mensonge, le coup bas, le sale coup. Voilà à quoi travaillent les grands patrons sous la direction du capital. Voilà ce que vivent les travailleuses et les travailleurs sous les toits de la peur. Et ça, ce n'est rien d'autre que le passage à tabac d'une classe par une autre. Pour le voir, pour le croire, il suffit de pousser les portes des entreprises, des usines, des dépôts, et découvrir sous l'apparence de la division du travail, de la planification, le sort contemporain des femmes et hommes atteints dans leur rapport à eux-mêmes, car atteints dans leur rapport à leur travail. Les souffrances éprouvées par les travailleuses et les travailleurs n'ont rien de privé, de personnel ou d'individuel. Leurs souffrances sont tout entières publiques. Tout entières, elles occupent le devant de la scène. Ces souffrances, il faut le dire, n'ont rien de honteux. Elles doivent au contraire faire honte à la classe patronale qui n'a honte de rien. Ces souffrances sont révolutionnaires. Elles portent en chacun de leurs plis la promesse de leur propre fin. Elles annoncent la possibilité d'un autre monde. Elles rappellent qu'à l'intérieur de nous, tout lutte. Et que nous tous, alors, nous devons lutter. Ceci est notre situation.